Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour à tous. Les loyers considérés comme abusifs pourront-ils à l'avenir être contestés en justice ? Une proposition d'ordonnance en ce sens doit être votée aujourd'hui au Parlement bruxellois. Alors il ne s'agit pas d'un encadrement des loyers au sens strict du terme, mais bien d'un dispositif qui devrait faciliter la concertation entre les propriétaires et les locataires. Arnaud Bruckner va vous expliquer en détail comment ça marche dans quelques minutes. On entendra également l'avis de Françoise De Smet, chef de groupe du PTB. Son parti aurait voulu aller plus loin. Alors, est-ce que le PTB votera ou ne votera pas cette proposition d'ordonnance ? Réponse dans l'invité politique dans une vingtaine de minutes. Faut-il imposer la vaccination au personnel qui travaille dans les hôpitaux ou les maisons de repos ? C'est déjà décidé en Italie et au Royaume-Uni. C'est en cours de réflexion en France. Chez nous, les politiques renvoient la balle aux partenaires sociaux. On appellera donc Yves Ellendorf du syndicat chrétien, la CSC, pour entendre son point de vue. Des victimes des attentats du 22 mars à l'assaut du Mont Ventoux. Vous avez peut-être vu ces images à la télévision. On entendra le témoignage de Karen Northschild qui a participé à cette ascension. Et Arnaud Bruckner lui demandera comment ça s'est passé à 12h35. On vous proposera une autre belle découverte musicale dans la page culture. Je dis une autre parce qu'on avait Biche de Ville hier qui nous a scotché. On aura Dombar aujourd'hui dans un style complètement différent. C'est de la deep house, mais dans laquelle il a intégré le son du piano classique. C'est une musique très apaisante qui colle bien à l'époque avec des clips vidéo qui sont magnifiques. Dombar sera avec nous en fin d'émission. Vous informer, vous étonner, vous faire profiter de belles découvertes aussi. C'est le sens de Toujours plus d'actu et nous sommes le jeudi 8 juillet. BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est un problème que nous partageons avec toutes les grandes villes d'Europe et même du monde entier. Réussir à se loger sans que cela ne devienne une dépense insurmontable, insupportable au sens premier du terme. Ce jeudi, il y a deux informations qui se télescopent et qui nous rappellent à quel point la question du logement est une préoccupation majeure pour de nombreux Bruxellois. Première information, le baromètre des notaires. Il y a un emballement sur le marché de la vente avec la crise de la Covid-19. Des maisons et des appartements qui trouvent acquéreurs très vite à des prix qui ne se négocient plus vraiment et des prix qui sont évidemment très 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 chers. Une maison à Bruxelles, ça se négocie désormais 500 000 € en moyenne. Et c'est une moyenne, un cap symbolique donc qui vient d'être franchi. Un appartement, 280 000 €, et c'est toujours une moyenne. Des prix jamais atteints et qui ne vont pas redescendre. En 5 ans, ces prix ont augmenté de plus de 20%. Ça veut dire 1/5 de la valeur des biens concernés. Et à ce rythme-là, ça veut dire qu'on va doubler le prix d'un bien en l'espace de 25 ans. Et le problème, évidemment, c'est que les salaires n'augmentent pas à la même vitesse. Si on regarde le prix au mètre carré, pourtant, Bruxelles n'est pas une capitale hors de prix. Berlin et Amsterdam affichent des prix qui sont 2 fois plus élevés. Paris, des prix 4 fois plus élevés. Et à Londres, il faut multiplier les prix bruxellois par 5, voire par 6. Et dans toutes ces grandes villes-là aussi, les prix sont en train d'augmenter de manière exponentielle. Bref, l'accession à la propriété, sauf si on a la chance d'hériter d'un bien de ses parents, est de plus en plus difficile. À Bruxelles, la moitié des habitants sont d'ailleurs locataires et pas propriétaires. Et ce chiffre-là, il est mine de rien un indicateur de la précarité que nous connaissons, puisqu'en moyenne en Belgique, 7 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement. Il y a donc beaucoup plus de propriétaires en Wallonie et en Flandre qu'à Bruxelles. Et surtout, la proportion de propriétaires, elle est de quasiment 100% si on s'intéresse aux seuls ménages les plus riches. Et elle n'est que de 3% si on s'intéresse aux ménages les plus pauvres. Alors dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut réguler les prix du marché de l'immobilier ? Deuxième information qui fait la une de l'actualité bruxelloise ce jeudi, le vote d'une proposition d'ordonnance pour lutter contre les loyers abusifs. On parle là de la location et pas donc de la vente et de l'achat de biens qu'ils soient neufs ou pas. Il ne s'agit pas réellement donc d'encadrer les loyers, mais d'instaurer un mécanisme de concertation entre locataires et propriétaires. Et quand on constatera qu'un loyer est 20% plus cher que le loyer de référence pour le même type de bien dans le même quartier, le locataire pourra donc à l'avenir saisir une commission de conciliation. Elle pourra proposer ou pas de corriger le loyer. Mais ce ne sera pas une obligation qui s'imposera aux propriétaires. Alors ce que donnera dans la pratique cette ordonnance, quand elle aura été votée, c'est un petit peu tôt pour le dire. Il faut quand même souligner que c'est la première fois en Belgique qu'on envisage de contrôler un peu le marché de l'immobilier, puisque jusqu'à présent, la relation entre propriétaires et locataires tournait plutôt à l'avantage du propriétaire, les pouvoirs publics ayant pris soin de laisser le marché s'auto-réguler.
Dans ce dossier, pour quand même bien comprendre, il ne faut pas oublier qu'il y a deux parties. Donc deux intérêts qui s'affrontent. L'intérêt du locataire qui veut le meilleur bien au prix le plus bas et celui du propriétaire qui veut le meilleur rendement pour son investissement. Et évidemment, des propriétaires qui peuvent avoir des motivations, un degré de moralité et d'honnêteté très différents les uns des autres. Entre celui qui veut veiller à avoir un prix raisonnable, qui effectue les réparations à temps, qui veille aux économies d'énergie, et l'autre qui n'entretient pas son bâtiment, qui case un maximum de locataires au prix le plus élevé possible et qui est injoignable en cas de problème, c'est évidemment pas la même chose. Il y a une réalité qu'on ne doit pas oublier non plus. C'est que Bruxelles n'est pas une île et que quand les jeunes ménages ne peuvent plus se loger à Bruxelles, eh bien, très logiquement, ils vont chercher ailleurs, en périphérie, en Flandre, en Wallonie. Résoudre la problématique du logement, c'est donc en grande partie arriver à résoudre nos problèmes de mobilité et aussi assurer peut-être le financement de la région bruxelloise en s'assurant que ceux qui y travaillent puissent aussi y habiter. Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. Ce sera donc probablement l'une des grandes mesures emblématiques de la législature. On en avait parlé il y a quelques jours déjà avec Martin Casier. On va reparler dans quelques minutes avec Françoise de Smet. Le Parlement bruxellois doit approuver aujourd'hui une ordonnance destinée à lutter contre les loyers abusifs. C'est un règlement qui permettra donc de pointer du doigt les loyers qui sont supérieurs de 20% au loyer de référence. On dit pointer parce qu'il n'y aura pas de correction automatique. Le locataire qui souhaite corriger son loyer devra se tourner vers la justice, en fin de compte, Arnaud. Oui, c'est exact. Cette ordonnance, elle sera débattue cet après-midi en commission logement du Parlement bruxellois et ensuite en plénière, normalement le 19 juillet. Et elle est portée par l'ensemble de la majorité, proposée par des députés issus de tous les partis du gouvernement. L'objectif est de créer une commission paritaire locative avec la vocation de lutter contre les loyers abusifs à partir de 2022, début 2022. Alors très concrètement, comment cela pourrait marcher si cette ordonnance est approuvée? Il faut d'abord savoir qu'il existe à Bruxelles une grille de référence qui tient compte de la taille des biens, du quartier, etc. Cette grille est d'ailleurs en cours de recalcul et sa nouvelle mouture devrait être également prête pour début 2022. Donc cette grille, elle vient définir de manière non contraignante les loyers pour tel ou tel bien. Et le but de cette ordonnance ici est que si un loyer dépasse les 20% ou plus du montant prévu dans le cadre de cette grille, le bailleur est alors présumé abusif et le locataire peut alors introduire un recours devant cette future commission paritaire locative que la majorité veut instituer. La commission, elle donnera alors un avis si cette plainte est fondée ou non, car certains propriétaires pourront aussi très bien se défendre en disant par exemple que oui, leur loyer est de 20% plus élevé, mais que la grille ne tient pas compte par exemple qu'une cuisine sur mesure de grands designers y a été installée. Une fois l'avis donné par cette commission, ce sera alors au juge de paix de trancher, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Alors c'est un dossier sensible, donc un débat passionnel. On peut dire que la proposition divise. Oui, elle divise déjà au niveau politique. Et puis d'un autre côté, le syndicat des locataires qui est globalement satisfait, même s'il estime que la grille de référence devrait être contraignante. De l'autre côté, le syndicat des propriétaires qui lui estime que le droit de propriété est violé et qu'il s'oppose. Et donc ce syndicat s'oppose fermement à cette commission paritaire locative. Donc commençons par le syndicat des locataires qui estime dans l'absolu qu'il s'agit d'une avancée importante dans le droit à l'habitat, un pas dans la bonne direction donc, même si le syndicat aurait aimé que l'ordonnance aille un peu plus loin encore. Sur ce point, écoutez José Garcia, c'est le secrétaire général du syndicat des locataires. Cette grille de référence doit être obligatoire puisque effectivement je ne vois pas pour quelle raison un bien qui vaut X pourrait être loué Y. Qu'on fasse ce type, qu'on admette cela pour la vente, mon Dieu, pourquoi pas, mais je dirais pour des biens de première nécessité, puisque quand même parmi les biens de première nécessité, le logement fait partie des 3 premiers biens de première nécessité. Donc, je ne vois pas pourquoi un bailleur pourrait fixer un loyer au-dessus de la valeur. Je ne comprends vraiment pas qu'est-ce qui pourrait motiver de telles attitudes. Et à l'opposé, du côté des propriétaires, on s'oppose, on le disait fermement, à la création de cette commission paritaire locative. Je vous propose d'écouter sur ce point Eric Mathès, c'est le président de la régionale bruxelloise du syndicat des propriétaires. Nous sommes absolument opposés
à la création d'une commission paritaire locative. Pour quel motif? Simplement parce que les juges de paix sont actuellement compétents pour traiter d'éventuels loyers abusifs qui seraient pratiqués entre un bailleur et un locataire. D'ailleurs, il y a eu récemment encore un jugement rendu par la justice de paix de Saint-Gilles en cette matière et ce jugement confirme bien que le juge de paix peut, à un certain moment, dire le loyer demandé est excessif par rapport à la qualité du logement qui a été donné en location. Selon vous, c'est créer un organe inutile ici? Oui, tout à fait. Et une perte de temps encore en plus. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas des problèmes, qu'il en existe certainement, mais encore une fois, on crée une couche en plus dans la lasagne, et alors que le juge de paix est totalement compétent. Voilà, donc ça c'est l'avis des propriétaires et on a entendu celui des locataires juste avant. Il y a un autre point sur lequel tout le monde s'oppose, c'est le lien entre le prix et le mécanisme de l'ordre et de la demande. Hein. Oui, tout à fait. Du côté des propriétaires, on estime qu'il y a un souci à ce niveau-là, tandis que du côté des locataires, on estime que cet argument de lier l'offre et la demande au niveau de Bruxelles n'est pas valable. Écoutez à nouveau Éric Matet, suivi de José Garcia. En 20 ans de temps, la population bruxelloise a augmenté de 250 000 habitants et en 20 ans de temps, le nombre de logements sociaux est resté bloqué à 40 000. 40 000 logements sociaux en 2000, 40 000 logements sociaux en 2020-2021, avec une augmentation de la population telle que je viens de vous le citer, ça crée manifestement des soucis pour pouvoir loger tous ces habitants qui habitent à Bruxelles. Et le problème principal, c'est donc un problème d'offre par rapport à la demande. C'est faux. L'absence d'offre ne veut pas dire qu'il y a une pénurie de logements. Donc, soyons clairs, on est en train de nous mentir. Il y a aujourd'hui à Bruxelles, comme dans les grandes villes du pays d'ailleurs, je dirais, une abondance de logements. Il n'y a pas de pénurie de logements. Et donc, nous disons que, ne fût-ce qu'en appliquant la loi de l'offre et de la demande, puisque les bailleurs n'ont que ce mot à la bouche, si on appliquait réellement la loi de l'offre et de la demande, eh bien, croyez-moi, les loyers baisseraient. BX1 ⁇
toujours plus d'actu. Voilà, quelques secondes de musique, le temps qui était nécessaire pour qu'on joigne Yves Ellendorf, qui est le secrétaire national de la CSC pour le secteur non marchand. Bonjour Yves Ellendorf, merci d'être avec nous. On entend qu'il y a un débat qui est en train de monter sur l'obligation vaccinale pour les professionnels de la santé. On parle de ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons médicales, mais aussi notamment dans les maisons de soins, les maisons de retraite, les homes, avec des chiffres de vaccination qui ne sont pas terribles, notamment en région bruxelloise, pour une partie de ce personnel. Est-ce que vous êtes ouvert au débat en tant que représentant des travailleurs? Est-ce qu'on pourrait discuter avec vous de l'obligation d'être vacciné quand on travaille dans ces secteurs? Mais nous sommes ouverts au débat depuis le début de la campagne de vaccination, puisque dès le départ, nous avons dit que c'était un combat à mener ensemble pour arriver à un taux de vaccination suffisant. Donc il faut absolument qu'il y ait un taux de vaccination suffisant, y compris et surtout dans les secteurs où les personnes sont fragilisées. Donc que ce soit les maisons de repos, par exemple, ou les hôpitaux. Et donc, en ce qui nous concerne, nous sommes totalement ouverts à ce débat. Ça veut dire qu'on a entendu Alain Marron dire que lui, il souhaitait qu'il y ait une discussion entre partenaires sociaux. Vous pourriez entrer dans cette discussion, et cette discussion, elle pourrait aboutir à l'idée qu'on va rendre la vaccination obligatoire pour certaines fonctions dans certains secteurs? Donc depuis le début, nous disons à M. Marron que nous sommes ouverts à la discussion, à être partenaires dans les discussions. Donc certainement que nous pouvons entamer très vite une discussion avec le ministre en la matière. Deuxième élément, est-ce que l'obligation est la meilleure des solutions? C'est ça la question. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'opposition à l'obligation, c'est-à-dire que si l'obligation est le seul moyen d'arriver à avoir un taux de vaccination suffisant, c'est pas quelque chose qui éthiquement est incompréhensible ou impensable. Vous savez que dans les hôpitaux aujourd'hui, il y a des vaccins qui sont obligatoires et personne ne fait un problème avec ça, que ce soit l'hépatite C par exemple, c'est un vaccin qui est obligatoire dans le secteur. Donc pour nous, en effet, il faut que le politique prenne ses responsabilités dans le sens de l'obligation ou pas l'obligation, mais ce que nous ne voulons pas, c'est de laisser la possibilité et en même temps de stigmatiser le personnel qui ne se vaccine pas. Quel est le personnel qui, pour vous, pourrait se voir appliquer cette obligation de vaccination? Est-ce que ça peut être, par exemple, les infirmiers, les infirmières dans les hôpitaux? Est-ce que ça peut être les aides-soignants? Est-ce que, par exemple, ça peut être le personnel d'entretien dans une maison de repos? Est-ce qu'il y a des limites que vous avez envie de fixer? Donc les balises seront en effet à fixer. Pour nous, une maison de repos est un lieu de vie. Donc c'est-à-dire que l'ensemble du personnel est amené à côtoyer les résidents. Donc il n'y a pas de raison dans un secteur comme les maisons de repos de différencier les aides-soignants de la personne qui fait l'entretien et qui est amenée aussi à dire bonjour, à faire une bise aux résidents, etc. Donc la vie en communauté fait que la proximité est là. Et donc pour nous, on ne doit pas faire ce genre de distinction dans les maisons de repos. Par contre, dans les hôpitaux, nous pourrions évidemment prendre une différence de position par rapport à du personnel soignant qui est amené à être très proche du personnel en déficience immunitaire, par exemple, du reste du personnel administratif, par exemple. Est-ce qu'il y a déjà des discussions en cours entre partenaires sociaux? On sait que, par exemple, Vincent Frédéric, qui est le représentant de Fermarbel, qui est la fédération des maisons de repos secteur privé, il est très demandeur de cette obligation vaccinale. On entend Alain Marron qui renvoie la balle vers les partenaires sociaux. Il est peut-être temps maintenant qu'il y ait quelqu'un qui bouge? Mais il est temps, en effet, que quelqu'un bouge, surtout... Désolé, mais j'ai dû adapter la communication. Donc, oui, il est temps évidemment que ça bouge. Ou bien on lance des campagnes qui sont des campagnes beaucoup plus intensives de persuasion vers ce personnel, ou bien en effet, il faudra accepter le fait que le variant nous revienne dans la figure. Et on ne peut pas non plus ne pas avoir le débat en même temps sur le fait de que fait-on avec les gens qui sont dans les autres pays, puisque si on ne règle pas le problème de la vaccination dans les autres pays, ça reste un problème pour nous demain. Merci beaucoup Yves Ellendorf. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national de la CSC pour le secteur non marchand et que vous venez sur notre antenne indiquer clairement qu'il y avait une possibilité pour vous, clairement, de débattre de cette obligation vaccinale pour les professionnels de certains secteurs. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes. BX1 ⁇
L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité politique aujourd'hui, c'est Françoise De Smet, chef de groupe du PTB au Parlement bruxellois. Bonjour Françoise De Smet. Bonjour. Peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit. L'obligation vaccinale pour les professionnels de la santé, c'est quelque chose qu'il faut maintenant sérieusement envisager. C'est discuté en France, c'est déjà décidé pour l'Italie, pour le Royaume-Uni. Il faut que la Belgique monte dans ce train-là aussi. C'est effectivement débattu, mais je pense de fait qu'il faut surtout demander l'avis des syndicats, du personnel et d'encore voir comment il y a moyen d'avancer sur cette question avant de décider si ça va être obligatoire ou pas. Je pense que voilà, globalement, quand on voit l'avancée de la vaccination à Bruxelles, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore faites pour justement sensibiliser, mettre au courant les gens. Il y a la fracture numérique qui est énorme, etc. Il y a beaucoup de choses à résoudre encore. Il y a un aide-soignant sur 2 en région bruxelloise qui ne serait pas vacciné. Oui. Ça veut dire que c'est un échec quand même. C'est un échec, oui, et il faudra voir comment est-ce qu'on a discuté aussi avec ce personnel pour qu'on puisse avancer sur cette vaccination. Je pense qu'on doit rester encore dans le dialogue maintenant. Donc il n'y a pas un encouragement pur et dur de passer à l'obligation vaccinale de votre côté? Il faut établir encore un prudence, dialogue et de la sensibilisation. Alors, on voudrait parler loyer avec vous, ordonnance qui va encadrer les loyers, en tout cas abusifs. Alors peut-être pas encadrer les loyers, c'est peut-être pas le bon terme. Est-ce que c'est malgré tout un pas dans la bonne direction? Alors, on est satisfait dans le sens où ça fait des années qu'il y a les associations de défense du droit au logement qui militent pour justement qu'il y ait un encadrement des loyers. Avec le PTB, on a fait beaucoup de campagnes aussi sur ce sujet-là. Et donc, c'est grâce à cette pression aussi qu'aujourd'hui, on discute de la mise en place de cette commission paritaire. Donc, c'est un pas en avant, mais ça ne suffit évidemment pas. Et donc, ça, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure aussi. Donc, il n'y a pas de mesure contraignante dans cette mise en place de la commission paritaire. Et donc, il y a peu de chances qu'il y ait des effets au niveau des loyers pour les locataires. Et ça, pour nous, ça ne va pas. Il faut maintenant, en urgence, qu'il y ait des effets pour baisser les loyers. Vous l'avez expliqué aussi, les gens n'en peuvent plus. Même quand vous êtes à 2 maintenant et que vous travaillez, vous n'arrivez plus à trouver un logement de manière décente. Vous quittez la région bruxelloise, etc. Ça ne va pas dans une des 5e régions les plus riches d'Europe. Vous ne croyez pas quand même que le fait qu'il y ait maintenant une grille indicative de ce qu'est le loyer normal dans un quartier, qu'on puisse dire ce loyer-là, il dépasse de 20%, on l'envoie devant la commission d'arbitrage, la commission des litiges, ce soit déjà une forme de pression sur les propriétaires? Il y a une petite forme sur le papier, mais dans la pratique déjà, mettre le niveau abusif à 20% au-dessus du loyer médian de la grille, c'est trop haut, ça va concerner beaucoup trop peu de loyers. Et puis vous devez faire plein de démarches pour arriver enfin en justice de paix. Et il n'y a même pas de sanctions qui sont prévues s'il y a un jugement et que le propriétaire est condamné et doit baisser son loyer. Il n'y a pas de sanctions qui sont prévues. On sait très bien que quand il n'y a pas de sanctions, une loi n'est pas appliquée. Oui, mais quand le juge de paix décide de faire baisser le loyer doit baisser. Il doit baisser, mais si le propriétaire ne le fait pas et qu'il n'a pas de sanctions, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Le loyer va continuer à être élevé. Ouais, qu'est-ce que vous auriez voulu? Alors, d'abord, on demande que la grille soit contraignante, c'est-à-dire qu'au lieu de prévoir 20% au-dessus, il y a seulement 10% au-dessus qui sont prévus. La deuxième chose, c'est qu'on demande aussi que les loyers qui sont utilisés pour définir les loyers dans la grille ne puissent plus augmenter que selon l'indexation. Parce que maintenant, ils continuent à évoluer selon les prix du marché. Et troisièmement, on demande des sanctions. Ça, c'est vraiment pour nous un moyen efficace de faire appliquer la loi. Vous avez même rentré une proposition où il était possible pour un locataire de dénoncer son loyer et de payer moins. Ça n'est pas tout à fait possible dans une économie de marché. Alors, il faut d'abord pas sortir du contexte dans lequel on a dit ça. Donc, le premier débat qu'on doit avoir, d'abord, c'est la situation. La situation, elle est catastrophique pour les locataires. Ce sont eux qui sont vulnérables mais sur votre proposition sur le marché de pouvoir locatif dénoncer aujourd'hui. Unilatéralement Alors, un loyer. Ce n'est seulement que dans le cas où le propriétaire ne respecte pas la loi. Donc, là-dessus, on est très clair, c'est encadré dans notre proposition. Seulement si le propriétaire ne respecte pas la loi, alors le locataire, et c'est très limité, on lui permet de baisser son loyer jusqu'au niveau maximum de la grille, pas en dessous. Le Conseil d'État a estimé que c'était une forme d'auto-justice qui ne pouvait pas être admise. Alors, il y a un principe aussi dans la loi qui dit que quand un contrat n'est pas respecté par une des 2 parties, l'autre a le droit aussi de contester son obligation. Oui, mais on conteste en justice habituellement, c'est pas justice soi-même. Mais donc, il n'y a pas de souci. Le locataire peut baisser jusqu'au loyer maximum et ça se règle ensuite soit à la commission paritaire, soit à la justice. Alors, je reviens sur la proposition qui va être mise en débat et votée cet après-midi en commission du logement au Parlement bruxellois et puis elle viendra dans quelques semaines en plénière au Parlement bruxellois. Vous allez la voter parce que c'est un pas dans la bonne direction et c'est mieux que rien, ou vous n'allez pas la voter parce que vous estimez que ça ne va pas assez loin? Ça va être quoi l'attitude du PTB aujourd'hui? Alors d'abord, on va avoir un débat de fond.
Je veux dire, la discussion n'est pas finie. Et donc, on a rentré des amendements sur ce texte. Donc, il y a non seulement l'aspect d'avoir la grille contraignante, l'aspect d'avoir, comme je vous le disais, le gel des loyers qui augmentent seulement suivant l'indexation et les sanctions. Au bout de cette discussion, on verra. C'est-à-dire que vous n'allez pas me répondre aujourd'hui. Je ne vais pas vous répondre là maintenant. Bon, je peux déjà vous dire que vos amendements ils risquent fort de ne pas être soutenus par la majorité. C'est possible, mais on va continuer le débat. En fonction de ça, vous allez voter, vous n'allez pas voter, vous allez vous abstenir. On va s'abstenir s'il n'y a rien qui bouge. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on dise finalement voter PTB, ça ne sert à rien, parce que même quand il y a des petites avancées, le PTB ne s'y rallie pas? Mais d'abord, même s'il n'y a rien qui bouge, il y aura quand même cette commission paritaire qui sera mise en place. Donc je vous le dis, on a mis la pression depuis des années aussi, et c'est grâce à ça qu'on a ça sur la table aujourd'hui. Mais on ira jusqu'au bout pour qu'il y ait des mesures efficaces qui soient mises sur place. Ça veut dire que le dossier reviendra. Le dossier reviendra certainement. Alors, un des autres aspects de ce dossier du logement, c'est l'opposition très régulière entre les projets de construction de logements et la défense du cadre de vie ou de la biodiversité. On a ce débat sur la frigeuse AFA, on l'a eu sur la zone Mediapark, on l'a sur j'allais dire les Riches-Clairs, mais c'est pas les Riches-Clairs. Enfin bon, un domaine à Woluwe-Saint-Pierre. Les Dames Blanches et le Champ d'Écaille aussi. Où est-ce que vous situe le PTB? On doit protéger la nature ou on doit construire le logement quoi qu'il arrive? Alors, le premier principe que nous, on veut mettre en avant, surtout, c'est que quand on a des terrains publics, on doit les garder dans les mains du public. Parce qu'à l'heure actuelle, et notamment sur la friche Josaphat, il y a toute une partie qui va être vendue au privé. On n'a plus beaucoup de terrains dans les mains. La première chose à faire, c'est de les garder dans les mains. C'est grâce à ça qu'on pourra décider et trouver un équilibre entre, justement, les espaces verts et la production de logements. Ça, pour nous, c'est un point essentiel. Sinon, c'est laissé aux grands promoteurs immobiliers qui vont décider eux-mêmes à l'heure de ce qu'ils vont faire. Mais on n'a pas besoin de logements moyens à Bruxelles? On a besoin aussi de logements moyens, bien sûr, mais le décalage qu'il y a à l'heure actuelle entre la production de logements sociaux et la production de logements moyens, on produit beaucoup plus de logements moyens que de logements sociaux, ce déséquilibre ne va pas. Et donc on est pour une mixité des logements publics, il n'y a pas de souci, mais il y a un décalage énorme à l'heure actuelle. En 2020, il n'y a eu que 112 logements sociaux qui ont été sortis de terre. Sur la friche Josaphat, on a revu le nombre de logements à la baisse. Est-ce que c'est un bon deal ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin, soit dans un sens, soit dans l'autre? Alors ça, on devra encore examiner exactement comment ça va se présenter, mais de dédensifier, quand on voit évidemment les problèmes qu'on a eu avec la crise sanitaire, ça n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Donc les gens ont à la fois besoin de logements abordables, mais aussi d'espaces verts où ils peuvent sortir autour de chez eux. Ça, on l'a vu pendant la crise sanitaire, c'est nécessaire. Un mot sur le prix de l'eau. Il va donc augmenter de 15% l'an prochain en région bruxelloise. C'était inévitable, c'est ce que dit notamment Vivaquois et un certain nombre d'observateurs du secteur, parce qu'il y a des gros investissements à faire, notamment en matière d'égouttage. Vous comprenez cette augmentation ou vous ne la comprenez pas? On ne la comprend pas, dans le sens où l'eau est un droit fondamental. Et par exemple, en Irlande, l'eau du robinet est gratuite, parce que c'est considéré comme un service public. Et donc, on a l'accès à l'eau qui est fondamental pour la population. L'eau avait déjà fortement augmenté avant le gel en 2014. Il y avait énormément de familles qui subissaient des coupures d'eau, qui avaient du surendettement au niveau de leur facture d'eau, etc. Donc c'est pas que ça n'avait pas augmenté déjà les dernières années. Donc il y a eu un gel heureusement en 2014, mais ça ne suffit pas, ça reste très cher pour les Bruxellois. Et donc on ne la comprend pas dans le sens où maintenant on a la facture qui va baisser pour un quart des ménages, mais tout va être reporté du coup sur les 3 quarts qui restent. Et donc on va avoir la classe moyenne qui va avoir son pouvoir d'achat qui diminue par rapport à ça. Que les plus faibles ne voient pas le prix de l'eau augmenter, voire même baisser, c'est pas... c'est une bonne chose. Un correctif social que vous pourriez assumer. C'est une bonne chose. Évidemment, on va soutenir cet aspect-là. Mais le gouvernement a cette pratique de faire quelque chose pour les plus précaires, et il faut le faire, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas le faire, mais de reporter ça après sur le dos des travailleurs. Et ça, selon nous, ça ne va pas. Il y a d'autres moyens de trouver de l'argent que de faire payer encore les travailleurs. Il y a moyen d'aller chercher de l'argent on aurait pu trouver sur les épaules les plus fortes. Comment on fait alors pour moderniser notre réseau de distribution d'eau et notre réseau d'égouttage? Parce qu'on parle quand même de dizaines de millions, de centaines de millions d'investissements nécessaires. Oui. Alors, il y a par exemple dans les recettes de la région ce qu'on appelle les droits d'enregistrement. Alors, on sait évidemment que les petits propriétaires payent de trop et donc on voudrait rendre les droits d'enregistrement progressifs pour que les gros multipropriétaires... On sait que le budget bruxellois est déjà en déficit. Oui, mais il y a un évitement maintenant de cet impôt parce que les gros propriétaires, les multipropriétaires font passer ça par des sociétés et échappent à cet impôt. La dernière fois qu'il y a eu une étude qui a été faite à ce sujet, c'était en 2011 et il y a eu 83 millions qui ont été évités de cette manière-là. Donc, c'est un moyen pour la région bruxelloise d'aller faire contribuer les plus larges épaules pour faire rentrer des recettes et alors pouvoir payer l'égouttage. Donc être plus sévère avec les propriétaires. Avec les gros propriétaires, pas les petits. Merci beaucoup Françoise Despet. Merci d'avoir été notre invitée. Je rappelle, vous êtes chef de groupe pour le PTB, donc au Parlement bruxellois. On va tourner une page de pub et puis il sera 12h30. On retrouvera Michel Gaillard. BX1+. BX1+. Entreprendre à Bruxelles, ça roule avec le 18-19.
L'Infobus 18-19 vous informe, vous conseille et vous oriente dans la création, mais aussi le développement de votre activité à Bruxelles. Comment démarrer? Financer mon projet? Y a-t-il des subsides? Qui peut m'aider et m'accompagner? Les conseillers du 18-19 répondent à toutes vos questions. Rendez-vous à l'Infobus 18-19 près de chez vous. Nous sommes bientôt dans votre quartier. À bientôt. Ce dimanche, votre Brico Planète d'Anderlecht vous ouvre ses portes et vous offre la TVA sur tous les articles sur présentation de votre carte Brico. Est-il possible de se réincarner? Une voiture peut-elle devenir une icône du design et le rester en devenant 100% électrique? Et vous, croyez-vous en la réincarnation? Nouvelle Fiat 500, désormais 100% électrique. Venez la découvrir dès maintenant chez votre distributeur Fiat. Motor Village. 12h30. Le journal. Journal qui vous est présenté par Michel Gaillard. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice Grosfilet, bonjour à tous. La ruée sur l'immobilier, plus que jamais depuis 2007. Les Belges n'ont jamais acheté autant de logements qu'au premier semestre de cette année. Plus 30,6% de transactions par rapport aux 6 premiers mois de 2020. Cela s'explique par des taux d'intérêt bas qui font de l'immobilier une valeur refuge. La recherche de biens avec terrasse ou jardin est aussi significative. À Bruxelles, l'activité immobilière est en hausse de 8%. C'est donc un peu moindre par rapport à la Flandre et à la Wallonie. Pour l'acheteur, le prix part clairement à la hausse. 254 000 € en moyenne pour un appartement, 500 000 € en moyenne pour une maison. Dans l'actualité d'aujourd'hui, cette visite importante pour les sans-papiers en grève de la faim à l'église du Béguinage. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme est venu s'enquérir de la situation. Écoutez-le, Olivier de Scuter, c'était à son arrivée à 11h30. La situation est plus grave que jamais, donc c'est évidemment bouleversant de voir ça. Alors je suis là pour écouter, pour m'informer, pour mieux comprendre, et je vais examiner ensuite, je dirais, les suites à donner à cette information que je recueille. Je ne suis pas médecin, je me réjouis que des médecins suivent l'évolution de l'état de santé de ces personnes, mais j'ai, comme tout le monde, très peur. Et j'espère qu'on n'aura pas des grévistes de la faim qui iront trop loin dans leur combat, qu'ils se relayeront peut-être parce qu'il ne serait pas acceptable qu'au nom même d'une cause noble, on mette en danger sa vie et sa santé. Mais je trouve important que ce gouvernement, à la différence de ceux qui ont précédé, accepte de regarder en face ce problème et fasse des propositions constructives pour que de l'espoir se donne à ces personnes. Voilà, une interview de Yacine Mossati et de Charles Carpro. Se faire vacciner contre le Covid-19 dans un bus, c'est possible. Aujourd'hui à Gette, la commune n'a pas de centre de vaccination sur son territoire. Pour les autorités, c'est donc un moyen de plus de toucher notamment un public âgé, peu mobile. Le vaccin administré ne demande par ailleurs qu'une seule dose. Reportage de Marie-Noël Dinan avec Béatrice Broutou. C'est l'attraction du jour. Un bus de vaccination est stationné au milieu de la cité des Seghem à Gette. Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la commission communautaire commune. On voulait justement tester un nouveau concept et c'est de vraiment se déplacer avec un bus de vaccination vers les quartiers où on voit que le taux de couverture vaccinale est encore très très faible. Et donc on a discuté un peu avec les différentes communes et donc c'était Gette qui était le premier. Dès 10h du matin, la file s'allonge devant le bus. Sans lui, certains habitants ne se seraient sans doute pas fait vacciner. Pas tout de suite, non, pas directement. Non, j'étais un petit peu sceptique sur la chose, donc je réfléchissais. Mais comme je me répète, voilà, je profite et je viens aujourd'hui. Prendre rendez-vous à l'hôpital et tout, je n'aurai pas de temps. Là, j'ai pris juste 30 minutes et je suis venue me faire vacciner et puis je retourne encore au boulot. En venant plus proche des habitants, l'objectif est aussi de toucher les plus de 65 ans qui ont du mal à se déplacer. Nadia Mahi, coordinatrice de la planification d'urgence de la commune de Gette. Dans ce quartier, on a donc les personnes de plus de 65 ans. On s'est rendu compte qu'on avait un taux plus faible que la moyenne.
bruxelloise. Et donc on n'a pas encore atteint les 80% de vaccinés. Dans le bus, 100 doses de Johnson & Johnson prêtes à être administrées. Et si le succès est au rendez-vous, un ravitaillement est prévu. Après évaluation, le bus se rendra dans d'autres quartiers de la capitale à trop faible couverture vaccinale. De nouvelles rames de métro entrent en service aujourd'hui sur le réseau bruxellois. L'Astip met en service le M7 sur la ligne 1, celle qui relie la gare de l'Ouest à Stockel. À terme, ce sont 43 rames qui serviront également sur la ligne 3 entre Albert et Bordet. L'Astip compte avec ces nouvelles rames transporter 8000 voyageurs supplémentaires toutes les heures et dans chaque sens. Vous avez un ascenseur remarquable dans votre immeuble, mais il est compliqué et coûteux de le mettre aux normes de sécurité actuelles. Les délais pour moderniser les ascenseurs à valeur historique sont prolongés. La date limite passe de 2022 à 2023, voire même 2027 pour ceux qui présentent une réelle valeur historique. C'est donc un peu d'air pour les syndics de copropriété et une préservation du patrimoine. Enfin, 141 passagers d'un avion de Brussels Airlines ont dû retourner à l'aéroport quelques minutes après leur décollage. Motif de ce retour en urgence, un oiseau s'était retrouvé coincé dans le moteur droit de l'avion. Le pilote a donc choisi de retourner sur le tarmac. La compagnie aérienne précise que son personnel est formé à ce genre de situation. Il est 12h35, c'est toujours plus d'actu avec Fabrice Grosfilet. Voilà, c'était un avion qui devait aller à Milan. Petite question, le métro, on le verra dans votre journal de 18h ? Évidemment, ce sera un reportage de Samia Errami. Voilà, donc le nouveau métro bruxellois, si vous ne l'avez pas croisé aujourd'hui en prenant le métro, vous pourrez le voir à 18h dans le journal de Michel Gaillard. Merci Michel, donc, et à ce soir. Toujours plus d'actu sur BX1 +. On va donner la parole à Karen Nordschild maintenant. Karen Nordschild, c'est l'une des survivantes des attentats du 22 mars. Et avec 10 autres victimes de ces attentats, dont un bruxellois, enfin d'attentats de manière générale, dont un bruxellois, elle a réalisé cette semaine l'ascension du Mont Ventoux. Elle l'a fait en handibike. C'était juste un jour avant le passage des coureurs du Tour de France sur ce Mont Ventoux. On va discuter de cet exploit avec elle, Karen Nordschild, qui est l'invitée d'Arnaud Bruckner. Karen Nordschild, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors vous étiez à Brussels Airport le 22 mars 2016, vous avez été blessé grièvement lors des attentats, vous avez passé plus de 3 ans à l'hôpital et aujourd'hui encore vous continuez votre parcours vers une vie plus normale. Vous avez notamment sorti il y a quelques mois ce livre qu'on a déjà présenté sur notre antenne et qui raconte votre parcours vers votre reconstruction, un parcours de vie qui ne vous a pas empêché, Karen Nordschild, il y a 2 jours de partir à l'ascension du Mont Ventoux, le mont qu'ont escaladé d'ailleurs eux-mêmes les coureurs du Tour de France hier. C'est une des épreuves du Tour avec une montée de 21 km et vous l'avez montée mardi. Karen Nordschild, vous la trouvez où cette force de réaliser de tels exploits ? Donc, je suis une athlète de haut niveau qui connaît les exploits, qui connaît le challenge, qui connaît le dépassement de soi. Et je retrouve aujourd'hui cette force en moi d'éprouver et de participer à des épreuves comme cela. Et je dois même dire que ça me donne beaucoup de force aujourd'hui. C'est la première fois que vous refaisiez un effort de cette taille depuis le 22 mars ? Alors oui, et notamment avec ici l'équipe Together Stronger. Donc c'est une équipe qui est formée de rescapés, non seulement des attentats de Bruxelles, mais des attentats un petit peu partout du monde, parce que l'idée c'était de grimper le Mont Ventoux en équipe pour montrer la solidarité, le courage, la force. Et pour faire appel à tout le monde aussi pour un soutien financier également. Et concrètement, comment ça s'est passé cette ascension du Mont Ventoux ? Comment est-ce que vous avez réalisé cet assaut du Mont Ventoux ? Donc moi j'étais accompagnée avec quelqu'un, donc j'étais en handbike, puisqu'aujourd'hui je ne suis plus en mesure d'utiliser mes jambes comme avant. J'étais accompagnée avec quelqu'un à vélo. Et alors j'étais également accompagnée des personnes aux passants, de la foule, d'autres cyclistes qui m'encourageaient, mais qui encourageaient les autres coureurs aussi de l'équipe. Et ça aide à avancer un pas à la fois. Et quel sentiment vous a habité lors de la montée du Mont Ventoux et lorsque vous êtes arrivé tout en haut ? C'est un peu paradoxal parce que malgré l'effort physique, il faut savoir que le Mont Ventoux, c'est déjà une épreuve en soi quand on a ses jambes, pour les cyclistes. Mais quand on a ses bras, c'est 2 fois plus dur. En tout cas, c'est plus dur parce que les bras ne sont pas faits pour ce mouvement mécanique pour faire un marathon. Donc, malgré cela, même avant d'arriver à la fin, j'avais des crampes dans les bras, dans le trapèze.
Il y avait des moments où je m'étais dit, je vais avoir beaucoup de mal à y arriver. Y arriver, j'étais certaine, parce que c'était franchir cette ligne d'arrivée, c'est ce qui m'apporte, ce qui m'amène dans un état vraiment d'euphorie, parce que j'ai connu par le passé. Et tout au long, j'avais cette idée en tête d'euphorie. Je ressentais vraiment un effet d'euphorie en moi, en me disant, je suis sur ce Mont Ventoux, une épreuve, un challenge de l'ordre de l'impossible. Et c'est symbolique par rapport à mon épreuve que j'ai surmontée ces derniers 5 années. C'est-à-dire c'était une épreuve qui a été quelque part de l'ordre de l'impossible et je suis arrivée. Donc pour moi, il n'y avait aucun doute que j'allais arriver ou pas. Je savais que j'allais arriver. Et ce qui m'a aidé, c'est vraiment ressentir avant même d'avoir traversé la ligne, l'état euphorique tel que connaissent les athlètes quand ils arrivent à franchir cette ligne d'arrivée. Alors, on va revenir sur cette expérience plus globalement. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire cette ascension avec 10 autres rescapés d'attentats terroristes? On est venu vers vous, on vous a proposé d'y participer? C'est un projet, ça a été suggéré il y a à peu près 5 semaines. Et alors, on m'a demandé, étant donné que je suis une des rescapées des attentats de Bruxelles, je suis une athlète, donc le mariage était parfait. C'est-à-dire que j'ai retrouvé une part de ma force, une part de ma santé ces derniers mois, depuis que j'ai quitté l'hôpital, et je me concentre vraiment beaucoup sur ma reconstruction, la reconstruction physique, la reconstruction mentale. Et je pense que même si je n'étais pas en 5 semaines, on n'a pas le temps de se préparer pour une telle épreuve. Et j'avoue que je ne suis pas en dehors de ma réhabilitation, je n'ai pas pu me préparer pour cette épreuve.